Bonjour, nous sommes de retour sur le plateau de Canal Réel. Je suis Antoine Thirion, membre du comité de sélection du festival, et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Armel, qui va traduire cette discussion, et les quatre cinéastes dont vous venez de voir les films. Je vais juste les présenter très rapidement. En haut à gauche, Jason Evans pour End of the Season. En haut à droite, Marie-Helena Clark pour Figure Minus Fact. En bas à gauche, Jessica Sarah Rinland pour Sol des Campinas. Et en bas à droite, Eva Giolo pour Flowers Blooming in Our Throats. Est-ce que, juste pour commencer, je peux vous demander où est-ce que vous vous trouvez maintenant? Hi, welcome everyone. To start, can I just ask where each one of you is currently? Sure. I'm in New York City. Je suis à New York. I'm in Queens, New York. Je suis dans Queens à New York. I'm in Buenos Aires, Argentina. Je suis à Buenos Aires en Argentine. And I'm in Rome, in Italy. Et je suis à Rome en Italie. I thought you were in Brussels. Je croyais que vous étiez à Bruxelles. I'm doing a residency program right now, so I just moved 2 days ago for the next 3 months. Je fais un programme de résidence artistique, donc je suis arrivée ici il y a quelques jours et je vais rester pendant les 3 prochains mois. D'accord. Alors, bon, je ne voudrais pas forcer la relation de vos films, qui sont objectivement très différents, dont les circonstances sont sans doute très différentes, mais ceci dit, il y a des affinités relativement naturelles entre chacune de vos pratiques cinématographiques. Peut-être bon, je suis curieux de vous entendre chacun sur les circonstances qui ont mené à chacun de ces films, et peut-être sur cette idée, cette manière dont vous approchez le sensible et dont vous construisez des images qui sont toujours liées à peut-être des temporalités particulières que vous tenez tout au long du film. Et cette idée peut-être de se tenir dans un état intermédiaire des choses, là où les gestes ne sont pas tout à fait définis, là où les figures ne sont pas tout à fait apparues, là où le passé n'a pas encore tout à fait surgi, et tout ce réseau des choses souterraines sur lequel le film se construit. So I don't want to force any arbitrary connections between your different films, which are very different, but it does seem that there's a form of kinship between them. I would be curious to know the circumstances and the context surrounding each one of your films, and the relationship you have to the image, to time in the image, and to a sort of ambivalent state of things in between, maybe past and present, between different states. On peut peut-être commencer avec vous, Eva Giolo, puisque votre film ouvrait le programme. We're going to start with you, Eva, because your film started off our program today. Hey, so the film Flowers Blooming in Our Throats is my last film, and it was I finished it last October, and I filmed it last July. The film is very much of a cinematic response to the pandemic of 2020, and it was commissioned during the first lockdown by a production company based in Rome called Foundation in Between Art Film for a project which is titled Mascaria 19 Codes of Domestic Violence. So that's the context of the film. I produced the film right after the first lockdown with the Bolex camera in July, in summer 2020. And my intention with the work was very much, or maybe I'll let you translate actually. Thanks. Pour le contexte du film, donc il s'agit de Flowers Blooming in Our Throat, et mon dernier film. Je l'ai terminé en octobre et je l'avais filmé au mois de juillet. Donc il s'agit vraiment d'un film en rapport avec la pandémie. C'était un travail de commande pour un programme. Can you repeat the name of the... Mascaria. Mascaria 19 Codes of Domestic Violence. Codes of Domestic Violence, les codes de la violence domestique. Donc, c'est vraiment les circonstances qui entourent la création de ce film.
And so my intention with the work was very much to investigate the notion of home as a place of contradiction and ambiguity, a place where one can feel comfort and feel safe, or should feel safe, while at once it's also a place where one can feel threatened and abused. Et donc mon intention avec ce film était vraiment d'explorer la notion de foyer ou de chez soi comme lieu de contradiction et d'ambiguïté, un lieu à la fois où on peut se sentir en sécurité, où on devrait se sentir en sécurité, mais où on peut aussi se sentir menacé. And so the way that the film was made was actually, it display only gestures, daily gestures of I went to film different, like some of my friends who are based in Brussels and fellow filmmakers and artists, and some of my family members and my partner and myself. And it's very much just those daily gesture. And so there's no display of violence, but there's just 2D editing. There's that red filters that comes behind the lens of the Bolex camera. And that, triggers a repetition. Donc je me suis concentrée sur des gestes quotidiens. J'ai filmé mes amis, mes proches, d'autres artistes, d'autres cinéastes, ma famille, mon partenaire, moi-même. Et il s'agit vraiment de filmer uniquement ces gestes-là. Il n'y a jamais vraiment de violence qui est montrée à l'écran, mais à travers le montage, à travers l'utilisation de filtres sur la caméra, c'est ce sentiment qui se dégage. So it's very much about the ambiguity of gesture in general. So it was very much about building that sense of tension throughout the film. Donc il s'agit vraiment de traiter de cette ambiguïté des gestes en général, et l'objet du film était de développer cette tension. Peut-être pour poser la même question à Marie-Helena, est-ce que votre film est aussi lié à un moment précis, un moment précis de votre vie, et peut-être aussi, puisque cette ambiguïté dont je parlais s'appliquait aussi bien au film d'Eva qu'au vôtre, d'où est venue cette idée de chercher peut-être, comment dire, un état nocturne de la figure. So to ask the same question to Mary Helena, is your film linked to a particular specific moment in your life, and around this notion of ambivalence? How did you come up with this idea of nighttime to create this ambivalence between things? I really like this idea of ambivalent sense of time as a way to kind of enter into this work, because it began thinking about loss and deaths that had recently kind of marked my life, and thinking about how those absences are memorialized and the ephemeral ways that they are. So the images that sort of began the film were shot in a bell tower, and then images of sort of like funereal sprays, like artificial flowers. So two things that have an ephemerality to them, but are gesturing towards a permanent loss, a permanent absence. Oui, j'aime bien cette idée de l'ambivalence dans le temps comme manière de s'introduire dans l'œuvre. C'est un film qui se rapporte à des périodes de perte et d'absence dans ma vie. Et j'ai beaucoup réfléchi donc, à cette question de la mémoire, mais en même temps à travers des formes éphémères. Et on voit notamment un clocher qui est filmé dans le film, on voit des fleurs, et qui représente à la fois quelque chose de ce caractère éphémère et à la fois une persistance dans le temps en tant que mémoire. And I had this conversation with someone once about mourning or grief, and about how there's this impulse to quantify it. And it's like, but they said, but this isn't a spatial thing, or it's a pervasive thing. It's a thing that's everywhere. And the idea really stuck with me. And a way to explore that idea of trying to make sense of something, as big as life and death, to sort of set the film in this difficult mode of seeing by thinking about twilight or day for night or night in general, sort of became like
the effective container to explore those ideas. J'avais une conversation avec quelqu'un autour du deuil et du fait qu'on essaye toujours de le quantifier. Et pour cette personne m'avait dit, mais pourtant, c'est pas vraiment une question purement d'espace, c'est quelque chose qui pénètre partout, qui est omniprésent. Donc, ça me semblait intéressant d'utiliser la nuit comme façon aussi de traiter de cet état ambivalent où on cherche aussi à tirer un sens de ces choses aussi énormes que la vie et la mort. So I think taking a visual motif that can then become like a way to get towards this concept of feeling maybe unmoored from time or kind of groping to understand. So the film maybe is exploring that those limits of understanding. Donc il s'agissait de chercher une sorte de motif visuel pour traiter de cet entre-deux temporel et de cette recherche à tâtons du sens. Et la nuit me semblait une bonne façon d'appréhender ça. Est-ce que vous pourriez aussi nous dire comment vous en êtes venu à imaginer ce titre et comment est-ce que vous l'expliquez? Can you tell us more about the title, how you came up with the title and how you explain it? You know, I there was a turn of phrase that I heard from a writer whose name I forgot, but it was about ambiguous loss. And I knew, and I think it said minus body. And she was talking about this gap that happens between certain forms of death, either where a body is missing or a mind is missing, like in the case of dementia. And I that idea of having the negation, having the subject and the negation was really important to me. And I like that a figure in English, at least, is the body. And it's also the illustration of the idea. And here I'm trying to play with that duality of the corporal and the conceptual. Sorry. Right. Donc j'avais lu cette expression d'une auteure dont j'ai oublié le nom, qui parlait de cette ambiguïté de la perte et qui disait minus body, donc moins le corps, pour traiter des différentes formes de perte qu'il peut y avoir dans différents types de mort, la perte de l'esprit ou la perte du corps. Donc cet aspect de négation, de négativité m'intéressait aussi. Thanks. Peut-être pour continuer ce tour de table ou ce tour de zoom, passer au film suivant qui était celui de Jason Evans, End of the Season, qui est un film peut-être moins immédiatement faisant partie du cinéma d'avant-garde. C'est un film qui est beaucoup plus observationnel. Mais je me demandais comment vous vous rattachiez aussi à cette idée d'invisible. Je participais à une conversation récemment où on m'apprenait, alors je ne connais pas très bien le sujet, mais que les champignons faisaient partie étaient une partie très importante d'un écosystème souterrain, étaient reliés à tous les arbres de la forêt. Alors voilà, votre film porte sur les champignons. Peut-être nous expliquer un peu les circonstances de ce film et comment vous avez approché So Jason, your film is maybe a bit more observational, but I still wanted to know how you related to this notion of invisibility. I learned recently that mushrooms are part of a very valuable underground network. Anyways, I'd be interested to know about the circumstances of your film. Yeah, sure. The idea of invisibility and concealment is sort of a big part of the film and really the starting point. You know, I'd read this book by Anna Lowenhelp-Singh, Mushroom at the End of the World, which at the surface of it is a lot about the Matsutake mushroom, but also talks about sort of ideas of freedom and temporary shelter. And, you know, in that I'd sort of learned about how this mushroom grows. And I'd never been to Oregon myself, and I'd never seen the mushroom myself. So that was sort of the starting point, you know, and then in getting out there, sort of, you know, everything sort of led to these ideas of concealment. You know, the town itself is only 200 people usually. It's very small. And it's really like just
a small strip off a highway. But then, you know, for the 2 months a year when the mushroom hunters go there, that the size of the town doubles. But even in that, you sort of don't really see a lot of people because where everyone's camped out, it's sort of off the grid. It's you know, near this gravel pit that's sort of out of the way. And then, you know, everyone builds these shelters that are really sort of made from scraps and different parts. And a lot of that is about concealment as well, because you're sort of hiding within your shelter. There's a lot of, there's a real kind of competitive nature, sort of frontier style atmosphere out there. So people are sort of keeping a lot of their finds to themselves. So this became a big part of it. And also even just in approaching the film, you know, Jason, if I can the camera work, I wanted it to feel like that you start the film from the outside, and then there's a point in which you're in close to the people for a moment, but then you move out again. And this was really important. Like, I didn't want it to feel like, I guess, maybe another type of documentary where you're always with them. You know, even when you are with them, it's often, you know, I often wanted to focus on gestures. So it would be a close up on a hand, you know, or close up on feet or whatever, you know. So everything was kind of abstracted a little bit. Yeah. It's very long. Here we go. Sorry. Oui, la question de l'invisibilité, de la dissimulation était là à l'origine du projet. J'ai été très inspirée par le livre de Anna Lowenhaupt-Tsing qui s'appelle « Le champignon de la fin du monde », je crois. Et donc, qui parle effectivement de champignons, mais qui parle aussi de liberté et de beaucoup de choses différentes, d'autres sujets qui les entourent. Et donc, j'ai pris connaissance de ces champignons Matsutake et j'ai été moi-même en Oregon, c'était ma première fois là-bas. Et cette question de la dissimulation donc, et de l'invisibilité était d'emblée présente parce que la ville elle-même est minuscule, c'est 200 âmes. Et tout d'un coup, quand les gens viennent pour la cueillette, elle augmente, mais même alors, elle reste vraiment très cachée puisqu'il s'agit vraiment d'un lambeau de village au bord d'une route. Et même dans la façon dont les gens viennent, ils construisent des maisons de briques et de broc, qui est aussi une forme de dissimulation d'eux-mêmes. Puis après, en ce qui me concerne, dans la façon même dont de la forme que j'ai conçue pour ce film, il y avait l'idée de pénétrer dans l'invisible. C'était vraiment arriver petit à petit à dénicher quelque chose qui était dissimulé. Est-ce que je peux vous demander avec quoi vous avez filmé et grâce à quoi vous avez obtenu cette image noir et blanc très contrastée Can I ask with what device you filmed and how you got this very contrasted black and white image? Yeah, I mean, I filmed on digital. It was an ARRI Alexa, so it wasn't actually shot on film, and it was kind of like that was one of the hardest decisions because I really did want to shoot on film, and I knew that I wanted it to be this stark contrast, black and white. But another part of it was just, you know, being able to be out there and be kind of like limitless in terms of like how much you could shoot. I really had no idea what I was going to find. But one restriction that we sort of placed on ourselves out there was this idea of shooting everything on tripod, locked off. And to me, that was like, it was almost like shooting with a 4x5 camera, you know, that you had this restriction in place, you know. J'ai tourné en numérique. Ça a été une des décisions la plus difficile à prendre parce que je voulais vraiment cet aspect de contraste dans les noirs et blancs à l'image, mais j'avais vraiment aussi envie d'avoir la liberté de tourner autant que je voulais. Je ne savais pas du tout ce que j'allais trouver en arrivant là-bas. Une décision qu'on a prise, ça a dit, c'était de tourner sur un trépied, donc il y avait cet aspect de restreinte qui a été ajouté au tournage. Et pour finir ce tour de table avec Jessica Sarah Rinland, là aussi, on s'attarde sur un moment des fouilles dont on ne voit que très peu le résultat. Et votre manière...
je ne sais pas si j'ai le droit de dire habituel, mais enfin, qui est très proche de votre long métrage précédent, de filmer très proche et d'escamoter le contexte, fait effectivement que les choses ont l'air perpétuellement en train d'apparaître, mais n'apparaissent jamais vraiment. So Jessica, in your film, we're following a dig, but we don't really see the result, or we don't see much of the result. And it's close to what you've done in your last film, which is to film things from very close up, so that we don't see the surroundings, and we also always have the feeling that things are progressively coming into view. Yeah, that's a question. That's a question. That's the question. Yeah. No, Yes. but I mean, Okay, sorry. but I mean the circumstances of your film and I guess cette idée que Je vais traduire en français maintenant. qu'effectivement l'objet de la fouille n'apparaît qu'à la toute fin du film. Right. Can you tell us about this idea that the object or the subject of the dig only comes out at the end of the film? C'est un long projet, archéologique. It's a long archaeological project. It was much longer than the time. It's a 10-year project that they have. It's filmed in Acre, which is the most western state of Brazil. And these formations were revealed in the 70s when a deforestation occurred. And these archaeologists have been working there, these archaeologists and other ones previous to this have been working there for more than 10 years. And the archaeologist that I was working with was Eduardo Neves, who was someone that I worked with in my previous film that you mentioned as well. And I was there really as a volunteer. I told him, I'm going to go there as a volunteer and I'll take my Bolex just in case. And so obviously I filmed as well. But yeah, so it's different to actually most of my previous films. The only time I've used handheld before is in the first thing that I shot 15 years ago. And there was a sort of physicality with the work that I was doing, the assisting that I was doing, the digging, that I felt that if I were to put the camera on a tripod, it wouldn't, it didn't feel right with the work that I was doing and the work that they were doing if I were just to kind of stand there behind a camera on a tripod. And so it was a lot more physical than previous films. But yeah, the close-up is something that's reoccurring. And this idea of that the closer you get to something in a way, the more distance you are to the whole. Yeah, I'll leave it at that. Sorry, translation. En fait, c'est beaucoup plus long que ce qu'on voit à l'écran, parce que c'est un projet qui a commencé il y a plus de 10 ans dans la région de l'Acre, qui est tout à l'ouest du Brésil. C'est un endroit qui a été mis au jour dans les années 70 suite à un important projet de déforestation. Et donc les archéologues qui travaillent là-bas travaillent depuis plus de 10 ans. L'archéologue avec lequel je travaille est celui déjà avec lequel j'avais travaillé pour le précédent film. Donc j'étais vraiment venue là, j'avais dit en tant que bénévole, sauf que j'avais amené ma Bolex avec moi et c'est comme ça que j'avais présenté mon projet. Et c'était en fait la première fois depuis 15 ans, depuis mon premier film, où je travaillais avec une caméra à la main. Et il y avait quelque chose dans la physicalité de ce travail et dans la participation que je pouvais avoir aussi aux fouilles qui me plaisait particulièrement. Je me voyais assez mal mettre ma caméra sur un trépied pendant que tout le monde était engagé dans des travaux beaucoup plus physiques autour de moi. Combien de temps a duré votre participation à cette fouille? How long did you stay on the dig? It was 3 weeks and they were there for 5 weeks. Moi, je suis restée là 3 semaines. Eux, ils étaient là pendant 5 semaines. Et quel dispositif sonore vous utilisez? What device did you use for sound? Just a Zoom recorder that I have. So I was
recording sound when I wasn't filming, and I was filming when I wasn't recording sound. And then I was volunteering, I was digging as well. So it was 3 things. Yes. And I didn't film that much. I probably filmed about 40 minutes within the 3 weeks. So it was not much, yeah. J'avais un Zoom, un enregistreur Zoom, et j'enregistrais le son quand j'étais pas en train de filmer, je filmais quand j'étais pas en train d'enregistrer, et puis après je faisais aussi, il y avait la partie participation aux fouilles, donc il y avait ces 3 éléments, mais en réalité j'ai pas tellement filmé, sur les 3 semaines j'ai dû avoir un total de 40 minutes. C'est 2 choses. Il nous reste 5 à 10 minutes pour cette conversation. We have 5 to 10 minutes for the end of this conversation. Mais il y a 2 choses qui peut-être de choses qui m'intéressaient, sur lesquelles il m'intéressait de vous entendre, qui est à la fois votre approche du son. C'est des films, les 4, où on peut tout à fait rentrer par le son. Et puis l'autre, c'est l'idée d'ancrer chaque film dans une espèce de moment temporel, de moment de lumière très spécifique. Et je me demandais si c'était une chose qui vous avez tous, si c'était une donnée préalable à la réalisation de ces films, ou si c'est quelque chose qui s'était peu à peu révélé, disons, la vérité d'un moment. So something I would like to hear you all talk about is sound, because I think that in these 4 films, sound is a possible way to enter into the project. And another aspect would be the way that each of your films is very much attached to a certain period, a certain moment, and I'm wondering if that was something that was a condition for your film, or if you realized afterwards that it was a sort of embodiment of a specific moment in time. Who wants to start off on any of this? All right, I laughed and it went to me, so I guess I'll go first. Thank you. Yeah, I think sound design is incredibly important, and actually it was great to see all the other films, and I think that, you know, it's great to be in a program with other films that really respect the idea of sound design. You know, I know with Mary Helena's film, there's this idea of sound image relationships and what's happening outside of the frame. And I think this is something often, you know, I'm thinking about as well. And in this film also, you know, all the sound that's in the film was done in post. Nothing was on site except for the moment in which you're with everyone inside the tent, the camp. Everything else was built in post. And yeah, I don't know. I think that it was something to have control over, you know, to look at the image and then decide what was going to happen outside of the frame, you know. Oui, je pense que la question du son était sans aucun doute un élément important, et je suis ravie de me retrouver dans ce programme avec d'autres films qui respectent autant la question du traitement du son. Dans mon film, tout a été fait en post-production. À part le moment dans la tente où ils sont en train de discuter, où c'est une prise de son réelle. Et je suis content également de retrouver dans le programme avec Helena Clark. Je sais que pour elle aussi, toute la question du rapport entre le son et l'image est très étudiée. Donc, sans aucun doute, c'était un élément important. Donc Helena, la discussion revient naturellement vers vous. So Helena, we're naturally back to you. Yeah. Sound image pairings it's like, for me, where the beginning of meaning is made. And in this film, the sounds that are in the front of my mind now and talking about it are the sound of handling the camera, like tactile sounds of the body that's making the image and generating the image, and even maybe the things that we might
understand as interference, and then the sounds that are counterpunctual, specifically the sound of a swing set that's paired with the bells in the bell tower. They have very specific kind of functions for me and how the film is making meaning. Oui, je pense que la question du son et de l'image, pour moi, c'est presque fondamentalement là d'où vient le sens même. Donc là, quand j'y repense, quand je repense au son de ce film, il y a tout d'abord presque les sons physiques de la caméra, du maniement de la caméra. Et puis après, il y a d'autres sons plus ponctuels, par exemple dans le clocher. Et ces différents sons ont vraiment une valeur particulière et spécifique pour moi. And I suppose it's just to get to the idea of and the way a sound can undercut an image or make it feel untrustworthy or deceptive. And then with the tactile sounds, the way that we can think about the body that is the speculative body that the film is generating by the way that it's arranging a sense experience. Et donc, à partir de là, deux aspects. Il y a la question du son qui contrarie l'image, qui peut lui donner un côté non fiable. Et puis après, il y a toute la question du tactile et des sons corporels à travers le film. J'ai l'impression que ces deux usages du son se rapportent d'un côté à Eva et de l'autre à Jessica. Jessica a très clairement, l'usage de son renforce le côté tactile, haptique de l'image, tandis que chez Eva, j'ai l'impression que le son ajoute ou renforce l'ambiguïté des gestes. Alors, So maybe we can link those two aspects to Eva and Jessica, those two aspects of sound, with maybe for Eva the sound intensifying the ambivalence of the images, and Jessica this other aspect of the haptic tactile aspect of sound. Mais je sais pas. Who's speaking? I can speak. Apart from what you described and what Helena Clark said as well, which I completely agree with, and I really enjoyed that in the other films as well. I think with mine, there's also the disjointed element to the way the sound works with the image. So I was in the space, I was recording sound separate to image, as you do with 60mm, or as I do, you can do it in sync, but in this case, I didn't have I was doing it separately. And so when I went into the sound studio with Philippe Champy, who I've been collaborating with for a few years, we decided that we didn't want to kind of fake the sync. And we wanted to keep that disjointedness, which also, in a way, opens the image up. Like you're seeing close-ups, and then the sound is kind of perhaps bringing you into different spaces or different people that are there at the same time that you're not seeing because it's a very concentrated image. Yeah. Oui, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit par Antoine et par Marie-Helena Clark, mais il y a quand même cet aspect de disjonction dans mon utilisation du son, parce que le son a été enregistré de manière séparée, comme c'est le cas souvent en 16 mm, même si on peut aussi faire du son synchronisé. Donc ensuite, dans le studio de mixage avec Philippe Champy, avec lequel j'ai travaillé, on a voulu conserver cette disjonction, notamment dans la façon dont ça ouvre l'image, notamment avec l'utilisation de ces plans très rapprochés, la façon dont un son décalé. On n'a pas voulu recréer de manière artificielle une synchronicité. On a vraiment voulu ouvrir l'image grâce à un son qui ouvre à d'autres éléments en dehors du cadre. Merci Jessica. Et est-ce que je peux poser la même question à Eva? Thank you, Jessica. I'm going to ask the same question to Eva. Peut-être pour boucler cette discussion, mais j'ai l'impression que le son ici referme l'image. I have also the same impression that sound in your case closes up the image. Que c'est le contraire de la disjonction. So it would be the reverse of disjunction.
Yeah, usually I actually don't use like sync sound in my work, but then in this film, I felt like early on in the process that, I mean, everything has been done in post-production, so it's all fully sound. But then because I wanted really the focus to be on the gesture itself, I wanted to just have that as a focus. So I wanted to make the sound like, yeah, almost like tactile and just really have the focus on the movement of the hands. So yeah, so that was quite important, and the decision was made very quickly that that would be the only sound. That way you could just not really escape the image, and that you would be maybe able to be part of that image or of that movement. And then the second thing that we did with the sound was also because of those red filter coming into the camera, is that there's a bit of the sound of the city or something happening outside, and then every time the red filter comes into the camera, then the sound is slightly muted. And then that was just, yeah, we did this in order to kind of, yeah, create that sense of like space that would just be more closed, or like, but yeah, to create a bit of a feeling through sound. That was the idea. Oui, c'était effectivement l'idée. Donc le son a été traité en post-production, et l'idée c'était de resserrer l'utilisation du son sur l'image pour pouvoir se concentrer sur l'image. Et l'autre aspect, c'était quand on utilise un filtre rouge sur l'image. En temps général, il y a le son un petit peu quand même de bruit de la ville. Et là, c'est un peu plus... le son est un peu plus émoussé, un peu plus... Voilà. Donc c'était ces deux aspects dans l'idée de refermer l'espace autour de l'image. And maybe something which is also kind of important is also there's the sound of the filter within the camera, so the device itself. So for me, that was also another layer to the film, that maybe the violence would not be in the image, but would be found in the editing or the gesture itself of cutting the light off, or just highlighting an image or canceling part of the image. And that would just be the relationship to maybe translation, in a sense, that you would have a second chance to see a gesture a second time around, and maybe have a different, see it under a different light in that sense. Et donc, un autre aspect, c'est qu'on entend le son du filtre. Donc, même si on ne voit pas la violence à l'image, il y avait l'idée qu'on puisse la ressentir par le son et par le montage, qui permet de revoir en quelque sorte la même image sous un autre angle. Bien, je crois qu'on va devoir, hélas, s'arrêter ici. Je m'excuse pour la brièveté de cette conversation. So we have to stop here. I'm sorry, the conversation was cut short. Mais je vous remercie beaucoup de votre temps, de nous avoir confié vos films pour pouvoir les projeter et les diffuser ici dans cette édition en ligne. But thank you for your time, and thank you for letting us show your films here for the Cinéma du Réel. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks.